Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Trentenaire et parent de 2 petites filles. Bienvenue dans Sous les aurores. Le premier podcast réalisé par un couple de Français en Norvège. Sous les aurores, c'est le podcast haut en couleur qui vous emmène vivre toutes les nuances de l'expatriation et de l'immigration en Norvège et bien au-delà. Que vous soyez déjà expatrié, immigré, que vous rêviez de le devenir ou que vous soyez simplement curieux de découvrir d'autres façons de vivre, ce podcast est fait pour vous. Alors, mettez-vous à l'aise, servez-vous une bonne tasse de thé ou un verre de vin et rejoignez-nous sous les aurores. Au menu, discussion sincère, Moment de rire et d'émotion. et surtout, beaucoup de belles découvertes. Alors, bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Bonjour Céline. Aujourd'hui, on reçoit une vieille connaissance parce que Céline travaillait avec moi dans ma première entreprise quand je suis arrivée en Norvège. Donc je suis contente aujourd'hui de te recevoir pour un peu faire le point sur ton expérience en Norvège parce que sans spoiler, il y a eu du mouvement, on va dire. Et donc trop hâte de découvrir tout ça. Avant toute chose, je vais te poser quelques questions pour te présenter. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'abord comment tu t'appelles, depuis combien de temps vis-tu en Norvège, dans quel domaine travailles-tu et enfin, si tu peux nous partager un culture choc que tu as remarqué quand tu es arrivée en Norvège ou que tu continues de remarquer. Moi, c'est Céline. Ça fait presque 20 ans que j'habite en Norvège. Waouh. Enfin, par intérim maintenant. Hein, donc, je ne sais pas si on peut compter. Mais en gros, je suis arrivée en 2005. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un grand Suédois. Et quand j'étais étudiante. Et quand j'ai fini mes études, en fait, je suis venue ici. Et c'était en 2005, à peu près. Ok. Comme ça. Et donc, je suis arrivée, je me souviens, c'était au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Donc, t'imagines, en fait, le premier culture choc, c'est l'hiver norvégien. Ou plutôt, pas l'hiver, mais l'automne norvégien. Donc, le mois de novembre, si tu veux. On est en plein dedans. C'était un peu intense, quoi. Surtout qu'en plus, on habitait dans un tout petit appartement. Ça devait faire genre 14 mètres carrés. Donc, voilà, faut s'aimer beaucoup. Parce que quand il fait froid, qu'il pleut, il n'y a pas de lumière, t'es loin de chez toi, tes amis te manquent, ta famille te manque. Enfin, voilà, c'est la loose. Donc ça, c'était vraiment la première partie, l'arrivée qui était dure. En plus, il n'y avait pas de travail, tu vois. Du coup, je me suis dit, OK, je vais faire quoi ? C'était pas si simple que ça de trouver. Voilà. Mais bon, quand on aime, des fois, on fait des choses un peu On folles. ne compte pas. Non, mais voilà, tu vois, enfin, voilà. On était un peu genre sur le nuage. Donc, ça s'est bien passé. Finalement, j'ai trouvé un travail. Donc, aujourd'hui, je travaille pour une petite boîte de consultants IT. Donc, moi, je suis chef de projet, agile et pas agile. Et du coup, je reviens sur ce que tu disais. Tu dis que ça s'est bien passé au final, au début. Comment s'est passée la recherche d'emploi ? Est-ce que tu as trouvé rapidement ? Alors, déjà, il faut savoir que quand je suis arrivée, moi, j'avais 22 ans. Donc, je sortais juste, tu vois, d'école de commerce. Et déjà, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Assez commun en école de Voilà, commerce. tu vois, j'avais appris à apprendre. Moi, j'avais fait une école de commerce parce qu'en fait, j'avais pas envie de faire des études, mais c'était pas une option dans ma famille de pas faire d'études. Ouais. Donc, en gros, j'avais choisi le truc qui me permettait de réfléchir à ce que je voulais faire parce qu'en fait, je savais pas. Ok. Et moi, ce dont j'avais envie, c'était de voyager, de découvrir le monde, de parler English, tu vois. Ouais, je parlais bien anglais parce que j'avais étudié aux États-Unis et qu'en fait, moi, j'avais toujours aimé parler anglais. J'aime bien les langues en général, tu vois. Enfin, mais moi, j'ai toujours voulu habiter à l'étranger. En fait, c'était pas la Norvège, c'était l'étranger et c'était la Norvège par chance. Parce que j'ai rencontré ce gars et que en fait, il habitait à Oslo et que du coup, je l'ai suivi. Mais c'était compliqué la recherche d'emploi parce que en Norvège, il y a toujours ce frein lorsque tu parles pas le norvégien. À l'époque, c'était beaucoup plus simple parce qu'en fait, il y avait pas beaucoup d'étrangers. Les Norvégiens avaient envie de parler anglais, ils aimaient ça, ils trouvaient ça intéressant. Ils trouvaient que c'était bizarre que leur petit pays attire quelqu'un qui n'était pas scandinave. Et il y avait une demande en fait de main d'œuvre sur le marché qui était énorme. Donc, en fait, en gros, peu importe ce que tu faisais, à partir du moment où tu voulais travailler, tu trouvais un boulot facilement. Que ce soit dans la restauration. Moi, j'ai travaillé comme prof de français et prof d'anglais au début. Parce qu'en fait, du coup, c'était en freelance pour Berlitz et des écoles de langue. Et j'ai très vite trouvé un travail dans une boîte d'IT. Donc, je faisais du IT support.
pour le marché anglais, français et espagnol. Ça n'a pas été très compliqué, en fait, de trouver. C'était plus compliqué parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais peut-être envie, tu vois, de travailler dans l'hôtellerie. C'était un peu un truc de famille. Donc, j'ai trouvé assez vite. Le problème à l'époque, c'est que quand tu rentres dans une boîte et que tu parles anglais, les Norvégiens, ils ont un peu ce truc de, voilà, t'es pas norvégien, donc tu parles pas norvégien. Donc en fait, ils vont te mettre un peu à l'écart, ils vont te parler en anglais, ils vont pas te parler en norvégien. Et c'est un peu compliqué de s'intégrer. Donc en fait, il faut vraiment faire un effort. Et moi, je sais qu'au bout de 2 ans, j'en ai eu un peu marre de ce truc-là. J'ai dit, OK, je parle pas norvégien, ça fait 2 ans que je suis ici. Il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Parce que si je veux rester ici, je peux pas passer ma vie, en fait, sans parler norvégien. Donc moi, j'ai fait un choix drastique, j'ai démissionné. Et j'ai voulu travailler dans un restaurant. Donc, j'ai travaillé dans un café. Et je parlais norvégien tout le temps. Et du coup, en fait, en 6 mois, j'ai parlé norvégien bien. Et donc, après, j'ai repris un autre travail qui correspondait plus à mes qualifications. Mais vraiment, je trouvais que c'était dommage et essentiel. Et en fait, j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, tu vois, enfin, j'avais pas de crédit, j'avais rien. Donc, je me suis dit, OK, je vais reculer pour mieux sauter. Et j'ai vraiment bien fait parce que du coup, ça m'a permis après de trouver des boulots où c'était peut-être pas essentiel de parler norvégien ou d'être norvégien, mais le fait de parler norvégien faisait la différence qui fait que... Plus, ouais. Bon, ben, on sait ce qu'il nous reste à faire du coup. Ouais, démissionner. Et tu as trouvé que ton intégration, du coup, se faisait plus facilement avec tes collègues, le fait que tu parles norvégien ensuite ? À l'époque, et dans ce cadre-là, si tu veux, quand tu travailles dans des cafés, moi, à l'époque, il y avait beaucoup de Suédois. Donc, au final, je parlais swask et pas norvégien. Donc, c'est un peu un mélange de Suédois et de norvégien. Mais je travaillais dans l'hôtellerie pendant 5 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait que je parle norvégien faisait qu'il n'y avait pas de distance. Parce qu'en fait, ils comprenaient que je comprenais. Tu vois, mais clairement, et comme c'est un milieu international, l'hôtellerie aussi, le fait que je parle pas que norvégien, c'était un avantage. Après, lorsque j'ai commencé à travailler chez Mondelez, où certes c'est une boîte internationale où le fait de parler anglais c'était primordial puisque le travail était en anglais, comme le milieu en fait norvégien en Norvège chez Mondelez, le fait que tu parles norvégien, je veux dire, c'était vraiment important parce qu'en fait les Norvégiens ont un peu une sorte de protectionnisme qui n'est pas ouvert, mais qui est indirect et qui se joue à travers la maîtrise de la langue. Ouais. Et donc, en fait, tu peux maîtriser la langue, c'est déjà bien, mais je dirais même plus, en fait, ce qui va faire que tu vas vraiment être considéré, intégré, regardé différemment et pas comme un étranger, va être le fait que tu maîtrises non seulement la langue, mais aussi les codes culturels et sociaux. C'est pas les mêmes dans une boîte internationale et dans une boîte norvégienne. Et souvent, en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous voyez bien que même dans des boîtes internationales, t'as quand même un groupe norvégien. Et souvent, en fait, quand t'arrives à un certain niveau, t'as plus que des Norvégiens. Ça, c'est clair. Ouais. C'est un peu... Et moi, je pense pas qu'il y a une véritable discrimination active, non. Mais en fait, il y a une sorte de... toute une série de codes et de normes que nous, on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas grandi ici. Et au-delà du langage, en fait, il y a une sorte de façon de se comprendre que nous, on ne maîtrise pas, qui fait qu'en fait, tu vas être considéré pour certains postes, ou alors tu ne vas pas l'être. Oui. Parce qu'en fait, tu ne vas pas rentrer dans cette manière désirée, en fait, d'être lead, en fait, de mener. Et c'est vraiment un bon point ce que tu dis parce qu'à Mondelez, donc c'est là où on travaillait ensemble et moi ça a été la raison principale pour laquelle je suis très vite partie, c'est parce que je me sentais pas du tout intégrée, je sentais que le norvégien était un problème, même si on m'avait embauchée en me disant que c'était l'anglais, la langue et qu'il n'y aurait aucun souci. Je me suis très vite rendu compte que ça allait être un gros souci en fait. Et donc c'est vrai ce côté qui, même dans une boîte internationale en fait, tu peux avoir ce côté norvégien qui reste très fort. Pour autant, là, après, je suis allée dans une autre boîte internationale, américaine aussi. Et au final, là, c'était quand même beaucoup moins fort. Je l'ai beaucoup moins ressenti. En fait, je pense que souvent, on oublie que la Norvège, c'est un petit pays. Et que non seulement c'est un petit pays, mais c'est un petit pays qui est fait de vallées. Donc, en fait, il y a une vraie mentalité village. Que nous, on connaît plus ou moins, ça dépend d'où tu viens en France, en fait. Mais moi, j'ai grandi dans le sud de la France. Et la mentalité petit village, je la connais, tu vois. Après, tu aimes ou tu aimes pas, je juge pas, c'est pas du tout un jugement de valeur.
C'est juste un constat qui est que lorsque tu as l'habitude en fait d'être avec les mêmes personnes depuis toujours, Ouais. en fait, tu as cette façon de penser qui n'est pas par défaut intégrative, en fait, qui n'est pas intégrante. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir besoin de ces codes comme une sorte de coussin de sécurité. Et si tu as une personne qui est en dehors de ces codes, c'est compliqué, ça demande un effort supplémentaire. Et nous, en fait, des êtres humains, on est un peu feignants. On n'a pas toujours envie de faire un effort en plus pour intégrer des gens. Et il y a une vraie question. Il y a une vraie question. Je pense qu'il y a beaucoup de Norvégiens qui se la posent aussi, parce qu'il y a la discussion sur la diversité qui arrive dans beaucoup d'endroits. La vraie diversité, pas celle qui fait joli sur la photo. Et en fait, en Norvège, il n'y a pas vraiment de vraie diversité, parce que même les Norvégiens issus de l'immigration, ils vont avoir les codes, ils vont aller dans des... S'ils veulent réussir, ils vont aller dans certaines écoles, dans certaines universités, et ils vont devoir se comporter d'une certaine manière, et en fait, tu n'as plus de diversité. Même si ils n'ont pas la même couleur de peau. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avant. Il y a cette... Après, j'imagine que ça existe aussi en France. J'étais peut-être juste moins exposé. Ça peut aussi dépendre en fonction de l'âge, j'imagine. Mais il y a un peu cette notion de moule. Je trouve que, en tout cas, dans les boîtes, dans les postes, certains, nous, on est dans une conversion très corporate. Hein, on va recevoir aussi des invités d'autres milieux. Mais dans des jobs très corporate, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon moule dans lequel il faut rentrer, comme tu dis, pour espérer, Même là où on habite. Enfin, nous, complètement. on a vécu dans différentes parties d'Oslo. En ce moment, on est dans une partie où je trouve que, pareil, il y a un moule. Vestimentaire, capillaire, voiture, tout. Ah bah, vous avez choisi quand même un endroit qui est connu pour avoir... un type de référence, quoi. Donc après, je sais pas, vous verrez, vous réfléchirez pour vos enfants ce que vous avez envie de leur donner, parce que c'est une vraie question. Nous, on a choisi d'habiter à Nesodden, qui est de l'autre côté du fjord. Et une des raisons principales pour lesquelles on a choisi d'habiter là-bas, c'est justement l'accès à la diversité. Même si tu veux, après plusieurs années, en fait... Est-ce qu'il n'y a pas un moule Nesodden ? Est-ce qu'il n'y a pas un moule Nesodden qui est justement le moule alternatif, qui est aussi un moule différent, hein, mais justement, c'est... Est-ce que, justement, le moule, c'est d'être différent, peut-être à l'extrême aussi, mais voilà, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a une beauté, si tu veux, dans le mindset norvégien, qui est qu'il y a quand même un respect de l'individu. Et pour moi, c'est un avantage et un inconvénient, ce respect, parce qu'en fait, en gros, là où dans certains pays, comme nous en France, où on dit les choses, parce que c'est notre nature, c'est notre façon de grandir, on va faire des feedbacks aux gens, on va leur dire, tu vois, là, par exemple, peut-être essaye de communiquer un peu comme ça, fais pas ça. Si on voit quelqu'un qui a envie de réussir ou qui a envie d'avancer, on va essayer de peut-être lui donner les codes. Bon, pas tout le monde, mais bon, il y a beaucoup de bienveillance. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec la France quand j'étais à Mondelez ou même après, dans mon dernier job. Il y a une vraie bienveillance où en fait on essaye d'aider les gens à partir du moment où on voit que les gens ont envie de réussir. Il y a une volonté de supporter l'ambition. En Norvège, il y a, mais j'ai encore pas rencontré un Norvégien qui va te donner les codes. C'est-à-dire qu'en fait, il va rien te dire. Il va te laisser te débrouiller. Et si ça marche pas, il va pas te dire ça va pas, il va pas te dire ça va bien non plus. Si tu rentres dans le moule, si tu chopes les codes, il va te faire avancer, mais il va pas activement t'aider. Après, si tu poses des questions, je pense que la plupart des Norvégiens vont te répondre, certes à moitié mot, mais il n'y a pas cette volonté active d'aider les gens. Moi, j'ai jamais rencontré, j'ai beaucoup parlé même avec des Norvégiens, tu vois, des jeunes, etc. Ils ont un peu ce respect, tu vois, ils disent, OK, si la personne, elle veut, bah, elle va faire. Je vais pas aller... Et c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que du coup, tu fais un peu ce que tu veux. Mais si t'es pas sûr de comment faire, c'est compliqué d'avoir des pointers, quoi, d'avoir un peu des indices sur ce qui est correct et ce qui n'est pas. Ce qui est plus facile, à contrario, en France, mais à double tranchant, parce que des fois, en France, tu te prends un peu des retours pas toujours souhaités, quoi. Ou même des fois, avec les Américains, c'est un peu aussi comme ça, ou des fois, tu te prends des retours du style... J'avais pas demandé ce feedback-là, quoi. Mais bon, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que si tu viens en Norvège et que tu veux apprendre la culture, il faut vraiment donner du sien, il faut vraiment demander, il faut vraiment le vouloir, parce que les Norvégiens, naturellement, vont pas forcément t'aider. C'est pas qu'ils veulent pas que tu réussisses,
C'est pas qu'ils veulent pas t'aider, c'est que c'est pas dans leur nature d'intervenir. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru très positives ou plus faciles à adopter, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans la vie privée, à ton arrivée, et puis après les premières années dans tes jobs? Alors, je pense qu'en fait, il faut vraiment faire une différence entre la vie quand tu viens d'avoir ton diplôme et qu'en fait, tu es jeune et que tu fais la fête et que, voilà, soit tu bosses comme un taré et tu fais la fête, soit tu veux voyager, enfin, ou alors plein d'autres choses. Il y a plein de choses sur le spectre, mais au début, pour moi, c'était fun. Tu vois, je suis arrivée. En plus, c'était une boîte d'IT. La plupart des gens, ils sortaient de l'université aussi. On faisait la fête, on sortait, voilà, on rigolait. C'était chouette de faire l'expérience de la Norvège. On faisait du ski, tu vois. Enfin, j'avais une expérience très multiculturelle. On prenait les bons côtés un peu fun de la Norvège. Je gagnais relativement bien ma vie, donc j'avais pas trop de problèmes, si tu veux, d'argent. Après, il y a la vie quand tu commences à t'installer. Et là, c'est vrai que moi, ce que j'aime avec la Norvège en tant que parent, en tant qu'adulte, qui passe dans une autre phase de ta vie, c'est qu'en fait, en Norvège, si tu décides que voilà, tu veux faire une pause professionnelle, t'as pas trop envie, si tu veux te bosser des heures de fou, eh bien, il y a un vrai respect pour le fait que tu peux tout de même être productif sans y mettre 10 heures par jour. Il y a une vraie possibilité, si tu veux, d'accomplir en respectant les horaires de crèche. Parce qu'en fait, la plupart des gens en Norvège le font. Après, si tu veux atteindre un certain niveau, c'est plus possible. Parce que les vrais, on va dire, forums où tu fais avancer à travers le réseau, à travers les décisions, c'est en dehors des heures de la crèche. Et ça, c'est Mais une là, vraie là, question. tu parles justement de créer son réseau, d'aller à la rencontre des gens, et ça se passe Ouais. pas forcément dans ta boîte. Tu dis pas, il faut se tuer 10 heures dans son poste. Non, c'est, Oui. je vais pas avoir ma journée de travail, et à côté de ça, je vais investir du temps pour rencontrer des gens, étendre mon réseau. C'est ça, qu'est-ce que Oui, tu ça entends peut être par aussi forum? un- C'est les deux, donc il y a ça. Ok, Mais il y a aussi le fait que si tu veux vraiment atteindre un certain niveau, en Norvège, il va falloir que tu travailles en dehors des heures de travail. ok. Parce qu'en fait, tu vas passer ta journée en réunion et le travail, tu Oui, vas le faire d'accord. après. Ça, c'est, ouais. Tu vois. Et ça, je dirais, c'est un défaut du corporate, quoi, que ce soit n'importe où. Mais en Norvège, tu as quand même cette fenêtre où, en fait, si tu pars à 4 heures pour aller chercher ton gamin, même si tu te mets à bosser après à 20 heures, en fait, c'est accepté. Ouais. Alors qu'en France, moi, mon expérience, c'est qu'en fait, tu as les réunions à 17 heures, quoi, de 17 heures à 19 heures, et puis tu fais ton choix. Ce que tu dis m'intéresse et en même temps me révolte. Mais oui, mais moi aussi, Et personnellement. complètement. Ouais, parce que je me dis, mais en fait, et d'ailleurs, c'est un peu mon fer de lance, et je le rabâche à qui veut l'entendre ou pas d'ailleurs, mais je suis venu en Norvège, je fais des concessions pour avoir en gros, 9h, 16h ou plus ou moins. Donc, le fait qu'il faille peut-être. Et j'ai des collègues, y compris des femmes notamment, là je pense à une, qui disent, ah ben moi je pars à 15, mais je me reconnecte après. Mais moi, il est hors de question que je me reconnecte après. Parce que déjà, il y a pour ma famille et moi-même. Si je suis chez moi, c'est pour d'abord m'occuper de mes enfants. Une fois qu'ils sont couchés, c'est pour m'occuper de mon couple, ou m'occuper de moi, ou m'occuper de mon chien. Et au-delà de ça, si moi, en tant que, par exemple, leader ou avec des relations hiérarchiques, je montre l'exemple que c'est OK de se reconnecter, quel message j'envoie à des gens plus jeunes ou plus vieux ou de mon âge? Quel est le message que j'envoie? Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, ça s'entend dans ma manière de m'exprimer, mais je Bien trouve ça sûr. hyper intéressant que toi, avec ton regard, tu soulèves cette notion-là, parce que pour moi, en Norvège, alors en France, n'en parlons pas, inacceptable, même pour les très jeunes, mais en Norvège, encore plus. Et j'ai espoir, moi, qu'avec les nouvelles générations, on puisse se dire, même quand j'ai envie de cravacher et d'évoluer, ça rentrera dans mon 8 heures, 16 ou 17 maximum. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Et alors, ce que je te décris, ça part d'un constat actuel, Ouais. qui est que, et tu vois, j'aime pas trop parler de génération, j'aime Ouais. pas trop les cases. J'essaye en général de pas trop parler genre Gen X, Millennials, et tout ça. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une véritable différence de génération entre la génération qui a 45 ans plus et 45 ans moins. Et bon, moi, je suis un peu au milieu, si tu veux. Voilà. Et puis, il y a encore plus de générations en fonction d'où tu viens. Ok. Moi, quand j'ai grandi, si tu cravachais pas et que tu prenais pas ce qu'il y avait, c'était la porte. La génération d'après, pas forcément. Tu vois, parce que c'était pas le même contexte. Mais, et d'autant mieux.
hein, juste, Bien sûr, t'as raison. je suis pas, je pense que cet esprit où en fait il faut cravacher, il faut galérer pour réussir, je pense que c'est un non-sens. C'est pas vrai. Mais par contre, il y a une véritable, un véritable problème parce que il y a des Norvégiens qui ont 45 ans plus, qui ont oublié que quand eux ils étaient jeunes, ils n'ont pas forcément bossé comme des tarés. Il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un diplôme. Il n'y avait pas forcément besoin, si tu veux, d'avoir fait X, Y, Z et d'avoir telle compétence. Parce qu'en fait, il y avait tellement besoin de main-d'œuvre qu'en gros, si tu voulais apprendre des choses, c'était là, c'était disponible, il fallait travailler un peu, il fallait le faire. Et en fait, il y a un peu ce point de vue de si tu travailles pas toutes ces heures-là, en gros, c'est que tu n'es pas motivé. Et tu as vraiment une vraie partie de la société norvégienne qui pense ça, notamment dans mon milieu, qui est le milieu du consulting, où le modèle par lui-même fait que tu es payé à l'heure, donc plus tu bosses, plus tu gagnes. Je veux dire, voilà. Donc il y a une véritable discussion sur qu'est-ce que c'est la vraie productivité. Ouais. Et moi, personnellement, mon point de vue, c'est que je suis pas fan de ce modèle où tu es payé à l'heure. J'en discute d'ailleurs avec mon management et j'ai des vraies discussions compliquées, tu vois, difficiles, où je pose des questions sur le modèle de rémunération qui existe et le fait qu'aujourd'hui, en scale-up, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on continue ce modèle où en fait on est payé à l'heure? Ou est-ce qu'il n'y a pas une véritable question à se poser sur, nous, notre point de vue, c'est on ne veut pas être des consultants qui vont saigner des boîtes à vie. Nous, on veut venir faire en sorte qu'on améliore quelque chose pour que la boîte, elle puisse être mieux et se débrouiller toute seule. Donc, si notre point de vue, c'est ça, est-ce que ça vaut pas le coup peut-être de prendre, je sais pas, un tarif horaire un peu moins, mais de se faire payer en equity, en retour sur investissement, sur un, on va dire, point de vue XY, est-ce que c'est plus de trafic, est-ce que c'est plus de clients, est-ce que c'est plus de tu vois, enfin, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais ma question, elle est vraiment là. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de Norvégiens qui sont pas du tout efficaces. Et nous, on a une culture où, en fait, on a appris à extrêmement structurer. D'ailleurs, je le vois avec mes enfants qui sont à l'école norvégienne. C'est compliqué. La structure, c'est pas inné chez les Norvégiens. Et qu'en fait, j'ai pas forcément envie, si tu veux, d'être 8 heures au bureau à montrer mon visage, parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais étudiante et un petit peu après, et qu'en fait, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je me pose vraiment la question de ce qu'on demande aux nouvelles générations. Parce que eux, ils vont avoir besoin de ces 8 heures pour apprendre. Parce que quand tu commences, tu es obligé d'apprendre. Il y a plein de choses, si tu veux, où tu vas mettre beaucoup de temps pour le faire. Mais moi, avec 15 ans d'expérience, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je passe 8 heures à faire la même chose que celui qui vient de l'université, qui n'a pas encore appris? Non. Donc moi, forcément, mon tarif devrait être différent. Moi, forcément, si tu veux, est-ce que j'ai besoin de passer 8 ans? Ma valeur ajoutée, elle n'est pas dans les 8 heures que je mets. Elle est dans ce que je produis, elle est dans ce que j'apporte. Exactement. Mais ça demande en fait un changement d'état d'esprit de qu'est-ce qu'on rémunère, en fait. Est-ce qu'on rémunère ton temps ou est-ce qu'on rémunère ta valeur ajoutée? Et ça, c'est la vraie question. C'est pas est-ce qu'on est disponible pour les enfants entre 15h et 17h? Est-ce qu'on se reconnecte après? Et c'est une discussion compliquée. Parce qu'en fait, souvent, on part de la mauvaise question. Moi, je te rejoins là-dessus parce que je trouve que de ma propre expérience, je ne suis pas efficace toutes les heures de la journée. Je ne suis pas efficace sur une semaine, sur l'autre. Ça ne va pas être la même efficacité. Et je trouve que plus on me donne de flexibilité, plus je sais où et quand je vais être efficace. Donc, laissez-moi faire et je vais vous montrer que je vais produire ce que vous voulez, peut-être en moins de temps si je le fais à ma manière. Bon, après, bien sûr, il y a des contraintes. On doit se réunir avec des gens qui ont aussi, eux, des contraintes et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai observé que plus j'ai de flexibilité et plus je suis efficace. Pour rebondir, parce que tu parlais de tes enfants qui sont dans le système norvégien, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette partie de ta vie? Donc, quand est-ce que tu as formé ta famille ici? Et comment ça s'est passé dans une culture norvégienne? Donc, moi, en fait, ce grand Suédois, au bout d'un moment, ça s'est fini, cette relation. Mais je suis restée en Norvège parce qu'en fait, j'aimais la vie, j'aimais l'accès à la nature. J'avais créé en fait un réseau et puis c'est vrai que du coup, je m'étais pas rendu compte jusqu'à dernièrement en fait à quel point le fait de vivre dans un environnement beau où tu as cette nature qui est majestique, qui est accessible, qui n'est pas sale, était importante pour moi.
il a fallu qu'en fait on déménage au Portugal pour que je me rende compte à quel point c'était vraiment important pour moi. Mais on peut y revenir après. En fait, du coup, ça s'est fini, cette histoire. Et puis, j'ai rencontré mon partenaire qui est portugais, qui habitait aussi en Norvège. On a décidé de fonder une famille. Et maintenant, j'ai 2 enfants, une qui a 9 ans et une qui a 4 ans. Et donc, moi, je suis fan de la crèche norvégienne. J'adore ce système. Déjà, en Norvège, tu as 1 an de congé maternité. À la fin, ton enfant, il va à la crèche. Du coup, ça veut dire que tu n'as pas besoin de galérer avec la nounou. Bon, même si tu as un peu des technicalités qui font que ce n'est pas tout à fait vrai. On va vous parler de notre expérience. Voilà. Si tu times bien le truc. Oui, voilà. Exactement. Faut juste savoir, voilà, C'est à la quel petite moment faire astérisque. son enfant. Si tu peux choisir quand concevoir, c'est quand même mieux. Mais on reviendra là-dessus. Oui, dans un prochain épisode. Donc, en gros, si tu fais ton enfant et que tu accouches entre le mois de, on va dire, juin et octobre, quand tu as fini ton congé maternité, ton enfant, il va directement à la crèche. Après, tu peux choisir, si tu veux, de ne pas le mettre et de prendre un congé plus long, c'est ton choix. Et c'est relativement bien rémunéré. Donc, le système est fait pour qu'en fait, tu n'aies pas ce système à la française où au bout de 3 mois, quand physiquement, intellectuellement, émotionnellement, tu es complètement à la ramasse, on te demande de retourner au bureau, si tu veux, et de faire bonne mine. C'est impossible. Bien sûr. Et Voilà. produire pendant tes 8 heures. Oui, c'est ça. Donc, le système est bien fait. Et cette crèche norvégienne, nous, en tant que famille, on est très fans de l'éducation bienveillante et l'éducation... en fait, non autoritative. Enfin, je vais faire attention d'utiliser ce mot autorité. Mais en gros, si tu veux, on ne fait pas vraiment de place à la violence verbale ou à la punition et carrément pas à la violence physique. C'est interdit chez nous. Et c'est compliqué parce que nous, tous les deux, on a grandi dans un système, si tu veux, où on s'est fait punir, on s'est fait crier dessus. Des fois, on s'est pris des torgnoles. Bon, pas mon mari, mais moi. Donc, si tu veux, c'est compliqué de choisir quelque chose de différent, parce que même si tu le choisis et tu le veux vraiment, il y a des moments où en fait, physiquement, tu sens qu'en fait, tu as un réflexe qui a été mis en toi quand tu étais petit, et tu es là, tu fais genre, non, maman va prendre l'air. Maman va se mettre une grosse boule de neige dans la bouche. Je reviens plus tard. Mais donc, le système norvégien est basé là-dessus. Donc, c'est plus simple quand même, si tu veux, d'avoir cette éducation bienveillante lorsque tu es dans un système dont c'est la base. Donc, tu vois, à la crèche, par exemple, il y a vraiment cette volonté d'écouter l'enfant, d'écouter le besoin de l'enfant. Et moi, j'adore d'être dehors. Après... comme c'est tout un spectre et que tu as forcément les extrêmes, moi, je trouve que dans l'éducation norvégienne, ils ont poussé l'éducation bienveillante des fois à l'éducation où, en fait, tu laisses faire. Et pour moi, l'éducation bienveillante, c'est pas de laisser faire. Il faut quand même des limites. Il faut des limites, il faut qu'elles soient claires. Et en fait, nous, on a des limites très strictes chez nous. C'est juste qu'elles sont pas posées avec des cris et qu'elles sont discutables parce qu'elles sont explicables. Mais voilà, c'est compliqué quand les enfants grandissent parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes règles. Des fois, chez les Norvégiens, les enfants ont peu de limites. Et du coup, ça crée des discussions compliquées. Et même, ça crée des enfants malheureux, en fait. Parce que tu as des enfants qui, en fait, n'ont pas de sécurité. Parce que ces limites amènent beaucoup de sécurité. Le manque de cadre, oui. Voilà, Est-ce que tu as un exemple précis Tout à fait. Donc, par exemple, ma fille qui a 9 ans, elle a une copine à l'école. Et toutes les deux, elles s'entendent très bien. Mais elles sont un peu similaires en personnalité. Donc, ma fille de 9 ans, c'est une enfant qui a extrêmement d'énergie. C'est un peu une enfant hypersensible et genre... faut s'accrocher, quoi. C'est une pile Duracell, mais... On steroids. Voilà, c'est ça. C'est une enfant qui a extrêmement d'énergie, qui a extrêmement de gaieté. C'est le soleil de la maison, tu vois. Elle est toujours en train de chanter, de crier, de danser. Donc, c'est vraiment une enfant qui est géniale. Mais c'est vrai que, par exemple, si toi, tu as une personnalité où tu as besoin un peu d'espace, voilà, c'est compliqué d'avoir un enfant comme ça. Et donc, elle a trouvé une copine qui est un peu comme elle. Mais donc, avec mon enfant qui est
toujours en train de sauter, de vouloir apprendre, de vouloir comprendre. Il faut mettre un cadre. Parce qu'en fait, sans cadre, elle se perd toute seule. Et en fait, elle passe du moment où en fait, elle a utilisé toute son énergie, elle est fatiguée, en ce que moi j'appelle le overdrive, où en fait, elle est surfatiguée. Donc en fait, elle va compenser par un niveau d'activité encore plus haut, alors qu'en fait, ce dont elle aurait besoin, c'est de se poser, de se reposer. Mais comme elle ne sait pas faire autre chose, eh bien, c'est notre job de parents de lui apprendre, là, t'es fatigué. La réponse, c'est pas d'aller courir plus, parce qu'en fait, c'est ta nature, si tu veux, d'être dans Elle évacue, dans après l'action. elle passe un espèce de... Ouais. Là, il faudrait que tu te poses et que tu te calmes et que tu respires. Et là, c'est fini. C'est fini l'écran, c'est fini d'aller courir, c'est fini de crier. Maintenant, c'est on se pose, on prend un livre, on lit, ou alors on se pose toutes les deux, toi et moi, on parle, on boit un thé. Mais on pose un cadre, on dit voilà, là, à partir de 17h30, il n'y a plus d'écran, c'est fini. Il n'y a pas d'écran du lundi au jeudi. Les écrans, c'est OK le vendredi, c'est sous supervision le week-end. Mais voilà. Et à côté de ça, j'ai la même enfant. Je dis pas la même, c'est pas les mêmes, mais le même type de personnalité. Donc la copine. La copine, dont les parents n'ont aucune limite en termes d'écran. Ils ont l'écran quand ils veulent. Après l'école, ils peuvent rentrer à la maison, ils peuvent aller faire des amis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les parents. Parce que l'école norvégienne finit à 14h. Donc de 14h à 17h, soit tu peux mettre ton enfant à la garde après l'école, mais chez nous, en fait, les enfants, ils font pas de choses chouettes. Donc moi, ma fille, elle a très vite émis le souhait de pas y aller. Parce qu'en fait, ils étaient beaucoup dehors. Donc, du coup, ma fille était encore plus fatiguée. Donc, elle rentrait, elle était encore plus en overdrive. Donc, on a fait le choix de ne pas la mettre. Donc, elle rentre à la maison. Elle a en fait une liste d'activités qu'elle fait. Et à côté, on a la copine qui a carte blanche. Et donc, la copine, elle est venue plusieurs fois chez nous. Donc, elle ne sait pas comment se comporter. Donc, ça veut dire que quand tu lui dis quelque chose, elle se vexe souvent. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on lui met une limite, parce qu'elle n'en a pas. Donc forcément, c'est normal que... les premières réactions, c'est... Bien sûr. Elle insiste tout le temps. Elle insiste au point où, en fait, elle se met à crier, à pleurer et à avoir des réactions qui sont typiques, en fait, d'une enfant de 4 ans, 5 ans, parce qu'en fait, ils n'ont pas le développement neurologique pour accepter un non, mais qui sont plus typiques chez un enfant de 9 ans qui a quand même la capacité cognitive de discuter la décision. Et tu as une enfant, en fait, qui est jalouse de l'autre enfant. Parce qu'en fait, moi, ma fille, elle connaît ses limites. Donc, en fait, elle sait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, en fait, elle a une certaine confiance en elle. Et à côté, tu as une enfant qui a tellement de choix qu'en fait, elle ne sait pas. Et qui, en fait, à partir du moment où on lui dit non, elle remet en question sa propre valeur au lieu de remettre en question la décision. Donc, en fait, ça crée des situations compliquées parce que tu as une enfant qui est toujours en train d'observer pour savoir ce qui est OK. Parce qu'en fait, comme elle n'a pas de limite, elle est toujours en train de jauger, elle ne sait pas ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, est-ce que là je peux, est-ce que je ne peux pas. Donc en fait, il y a une enfant qui est tout le temps à marcher sur des œufs, qui est en fait en... Parce que quand tu as des enfants comme ça, qui sont extrêmement intelligents, tu vois, qui cherchent, qui observent, qui regardent, qui ont plein d'énergie, donc en fait, qui réfléchissent tout le temps, c'est toujours papa, ils ont besoin du cadre, ils ont besoin de cette sécurité pour savoir ça c'est OK. Ils ont besoin aussi d'avoir cette sécurité pour savoir si je fais une erreur, je sais que ça va pas être OK, mais on va en discuter parce que c'est en dehors du cadre. Alors qu'en fait, si t'as pas de cadre, en gros, tu fais jamais d'erreur. Donc le jour où t'as quelqu'un qui dit non, ça c'est pas OK, panique à bord, quoi. Ouais. C'est super intéressant parce que ce que tu appliques à des jeunes enfants, je pense qu'il y a quelqu'un avec qui ça s'est pas forcément bien passé au boulot. Je pense que c'est la même chose et on peut être très vieux et peut-être toujours manquer de cadre au final. Bien pas sûr. Savoir. T'as jamais été habitué à avoir ce cadre. D'ailleurs, moi j'ai toujours un peu entendu ces rumeurs de les enfants norvégiens, c'est des enfants rois, sans cadre et tout. On s'en a encore jamais vraiment rendu compte à notre échelle, mais c'est super intéressant de discuter avec toi pour aussi donner les clés. Les enfants d'aujourd'hui, mais certains adultes qui peut-être ne sont pas sortis de ça, quoi. C'est fou. Mais je pense qu'en fait, moi, je le vois avec surtout les jeunes dans le cadre de mon travail qui, en fait, il y a un vrai problème pour moi dans l'éducation norvégienne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, et ça revient à ce qu'on disait, tu sais, cette non-intervention, où ils n'ont pas vraiment de feedback. Moi, ma fille, elle a du mal à l'école norvégienne parce qu'en fait, elle ne reçoit jamais vraiment de retour de la part de sa maîtresse sur ce qu'elle fait
Elle reçoit bien de retour sur ce qu'elle fait bien, mais elle reçoit pas de retour sur ce qu'elle fait pas bien. Et pour ma fille, c'est un vrai problème parce qu'en fait, ma fille a cette vraie volonté de s'améliorer. Elle aime bien qu'on lui dise ça, c'est pas bien parce qu'en fait, elle comprend pourquoi elle a fait l'erreur, donc elle ne la refait pas. Il y a une vraie volonté, c'est quelque chose qui est naturel chez elle et qui est une de ses plus grandes qualités. C'est vraiment cette volonté, si tu veux, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et quand tu es dans le système norvégien, en fait, par nature, ils vont pas te dire ce qui va pas. Ils vont te dire ce qui va bien parce qu'ils veulent que tu continues à faire bien. Renforces, ouais. Ce qui est bien. Mais en fait, du coup, ça crée des gens qui sont boostés au positif. Et le truc, c'est que dans la vie, t'as pas que du positif, en fait, en vrai. Ouais. Et que des fois, tu fais des conneries. Des fois, t'as besoin qu'on te dise, bah oui, je suis désolée, t'as merdé, quoi. Et t'as merdé parce que. Et donc, la prochaine fois, bah, peut-être tu refais pas la même chose, quoi. Et donc, en fait, moi, j'observe la même chose dans le cadre du travail avec des jeunes diplômés qui, en fait, sont excellents. Parce que moi, je travaille vraiment avec des diplômés qui viennent de NTNU. Donc, tu vois, c'est la meilleure université de Norvège. Donc, on parle pas de jeunes ni non intelligents, ni non motivés. Non seulement, c'est des gamins qui ont bossé, mais pendant des années, parce que pour rentrer à NTNU, c'est difficile. Ouais. En plus, il faut bosser, tu vois. Donc, c'est vraiment des jeunes intelligents qui ont envie, qui connaissent plein de trucs. Mais c'est des jeunes qui ont vraiment un vrai problème parce qu'en fait, ils sont pas habitués à recevoir des feedbacks concrets, pas positifs. Et du coup, lorsqu'ils reçoivent des feedbacks concrets, pas positifs, ils remettent facilement en cause leurs valeurs. Et quand on remet en cause notre valeur, bah, ça affecte la confiance en soi et c'est compliqué. Donc en fait, je pense qu'il y a une vraie question, si tu veux, à se poser dans le système norvégien. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas un peu plus faire des feedbacks négatifs dans le sens, dans un but positif, quoi. Et malgré ce point qui a l'air quand même important pour toi, pour ta fille, vous avez quand même décidé de rester dans le système norvégien. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Oui, alors par rapport à l'école. Donc nous, on a aujourd'hui une enfant qui a 9 ans. Il y a 2 ans, on a décidé de partir au Portugal parce que après Covid, on était fatigués en fait d'être seuls et de pas avoir un village. Et ça a été très compliqué pour nous pendant le Covid parce qu'on n'a pas vraiment pu faire venir nos parents. C'était compliqué d'aller en fait au Portugal, en France. Moi, j'ai accouché pendant le Covid. Et c'était assez compliqué en fait. C'était très. Est-ce que aussi bien la grossesse que l'accouchement du coup était lourd, ou le postpartum, est-ce que c'est un peu le tout? Ouais, c'était un peu le tout en fait. Hein. Donc la grossesse a été un peu compliquée parce que quand tu as déjà un enfant et qu'en fait c'est un peu tu vois, la crèche marche pas vraiment bien, le boulot c'est à la maison. Enfin moi j'ai cumulé les trucs pendant la grossesse en fait parce que j'ai commencé un burn-out. Donc c'était vraiment le shit layer cake, quoi. Ouais. Il y a tout qui s'est... les étoiles se sont alignées sans s'aligner. Voilà, c'était vraiment tout en même temps. Donc, il y a eu ça. Donc, en fait, on a dit non, on peut plus. Enfin, voilà, faut vraiment qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc, du coup, en fait, enfin, bref, on avait beaucoup réfléchi et on s'est dit, OK, on tente. On tente. Moi, j'avais eu un boulot... que je peux faire de n'importe où. Mon mari avait négocié de faire son boulot depuis le Portugal avec des allers-retours réguliers. OK, on s'est dit, allez, on tente. Sauf qu'en fait, ça s'est pas super bien passé, quoi. Donc, la partie où on avait la famille proche, ça, c'était super. La partie où on avait le climat, c'était super. Par contre, la partie où on n'avait plus la nature disponible, ça, c'était plus là. Et en fait, moi, ça m'a affectée d'une manière... que j'avais pas du tout tu t'y attendais pas, ouais, voilà, ça a été... c'était vraiment voilà puis la façon de vivre me correspondait plus en fait. Je pense que on réalise pas quand on vit en Norvège et qu'on a cet accès à la nature, qu'on a en fait les horaires de travail, qu'on a en fait le respect aussi qui est très présent. Moi, c'est quelque chose, je trouve... Il n'y a pas la notion de microagression. Alors, je ne sais pas si elle est liée au Portugal, mais je trouve... tu n'as pas cette notion de microagression. C'est un pays qui est très bienveillant également. C'est assez proche de la Norvège en termes de relations entre les gens. Par contre, tu as une vraie dureté de la vie parce qu'en fait, les Portugais travaillent beaucoup et travaillent pour de la misère. Donc, en fait, tu as beaucoup de misère ambiante. Donc, en fait, même si toi, tu n'es pas dans la misère, en fait, cette grosse différence entre les gens... fait que tu peux pas ne pas le voir. Et surtout quand tu as grandi en Norvège, où tout le monde a plus ou moins ce qu'il faut pour vivre, en fait, c'est dur.
Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux pas faire grand-chose. Ah oui. Et en fait, du coup, les questions de où est-ce que tu mets tes enfants, avec qui ils vont grandir, c'est des questions qui deviennent tout de suite beaucoup plus compliquées. Comment ont réagi les filles, tu diras, à cette transition? Alors, la petite, elle a adoré. Ouais. Parce qu'en fait, elle était petite. En plus, elle adore ses grands-parents. Donc, la crèche portugaise est assez proche de la crèche norvégienne. Bon, sauf si tu n'avais pas l'extérieur. Donc là, par contre, c'était vraiment ça, c'était dur, en fait. Mais on sortait beaucoup avec les enfants, on allait beaucoup dehors. Donc, en fait, ça compensait un peu. Par contre, la grande, le retour dans un système un peu à la française, extrêmement strict, avec un professeur pas bienveillant, ou si tu veux, c'est l'autorité roi. Elle était en quelle classe quand elle est arrivée là-bas? Elle était en CE1. Ok. Et jusqu'à ce que vous partiez au Portugal, elle a été Elle était au exclusivement... CP à l'école française. Ah, ok. d'accord, ok. Donc, c'est pour ça, je sais que je fais un aller-retour, mais je vais y revenir. Ok, d'accord. Donc, c'est pour ça que je te raconte ça maintenant. Parce qu'en fait, cet aller-retour où tu te retrouves dans une classe où, en fait, tu peux pas vraiment te poser de questions, Mhm. alors que ma fille, c'est l'enfant qui pose trop de questions. Et ben, ça a été très compliqué. Moi, je suis passée d'une enfant qui adorait l'école. Si tu veux, c'est une enfant qui joue à la maîtresse quand elle rentre à l'école, tu vois, pour te dire, tu vois, à une enfant qui avait de l'anxiété scolaire. Donc, en fait, elle faisait de l'eczéma, elle pouvait pas dormir toute seule, elle se réveillait à 5 heures du matin en panique parce qu'elle voulait pas aller à l'école, en 2 mois. Donc, voilà. Donc, on s'est vraiment posé des questions. Donc, au final, je te passe les détails, mais on est rentré. Et ça a duré combien de temps, l'épisode Portugal, déjà? 9 mois. D'accord, ça a été Parce que rapide. il a ok. fallu quand même organiser le retour. Et bien sûr. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari aussi s'est fait licencier. Ah bah, Il avait toujours un contrat norvégien? Ouais. à la base, c'était ça, oui. Il s'est C'était- fait licencier parce qu'en fait, ils ont déplacé le département où il travaillait en Pologne. Et la question, c'est est-ce qu'il retrouvait un boulot au Portugal où tu travailles de 7h à 17h, avec les transports, etc., enfin 19h. Et, ou alors, est-ce qu'on rentre? On s'est posé la question. Ça a été compliqué d'un point de vue familial, émotionnel. Oui, parce que du coup, Double faut quitter la transition. famille. Pour lui aussi, si tu veux, tu vois un peu l'espoir de rentrer chez toi où tu connais les codes, t'as pas besoin de te poser la question, t'as pas besoin de parler une langue qui est pas la tienne, tu vois, enfin, tu manges la nourriture que t'aimes, t'as papa et maman à côté, tu vois, enfin, ça a une vraie valeur. Donc c'est vraiment dur, quoi. Mais Et est-ce que votre questionnement a été de est-ce qu'on rentre en Norvège ou est-ce qu'il y a eu un autre pays potentiellement sur la liste? alors on s'est posé la question, est-ce qu'on va en France? Mais pour nous, en fait, cette société bienveillante dont tu parles, où il n'y a pas de microagression, où en fait les enfants grandissent dans une sorte d'amour présent dans la vie de tous les jours envers les gens, la famille, la nature. Moi, c'est quelque chose que je ne trouve plus en France. Tu l'as dans ton cercle proche, mais dans ta vie de tous les jours où en fait tu es obligé d'être en relation avec des gens qui sont un peu sur le guet à chercher la première excuse pour te rentrer dans l'art, qui est mon expérience en fait ces dernières années en France. Malheureusement, j'ai plus envie. Et on avait essayé de trouver peut-être un peu des communautés plus petites ou tout ça, mais on s'est dit non, en fait, mon mari est un enfant de la ville, il a grandi à Lisbonne, et en fait, il ne se voyait pas aller au milieu de la Cambrousse. Pour lui, c'était pas une option. Du coup, on a dit non, on rentre en Norvège. En plus, après, je me suis posé vraiment la question, tu vois, en termes de réseau. Si moi, je perds mon travail, j'ai pas de réseau en France, en fait. Aussi. J'ai pas d'accord. de réseau professionnel, j'ai jamais travaillé en France. Donc on s'est vraiment posé la question, puis on s'est dit non, on rentre parce que s'il y a un réseau, c'est moi qui ai un réseau en Norvège. Là, aujourd'hui, si on a besoin financièrement, si tu veux, voilà, on peut pas se permettre de galérer. En plus, si tu veux, on avait essayé de vendre notre appart, il s'était pas vendu, donc du coup, on l'avait loué. Donc en fait, on avait vraiment, si tu veux, quelque chose pour se retourner. Ouais, vous avez C'était toujours un une peu attache. genre un message de Ouais. l'univers, complètement, appelle-le comme ouais. tu veux, Ouais, mais ouais. en gros, il y a plein de trucs qui avaient pas marché, qui faisaient qu'en fait, on était obligé de garder une pied. accroche en Ouais. Norvège. De toute façon, on était obligé de payer des impôts, on était obligé de gérer Oui, parce qu'il l'appartement. avait on était- son Voilà. boulot à la base aussi. Moi, norvégien. voilà, etc. Il y avait l'entreprise qui disait oui, c'est chouette que tu sois en remote, mais en fait, on trouve que tu gères vraiment bien les gens, donc on voudrait que tu peut-être sois un peu plus présente. Donc en fait, il me proposait peut-être d'aller un peu plus soit en Espagne, à Grenade, soit en Norvège. Et donc du coup, en fait, ça c'est un peu. Tout c'est un peu Là, les étoiles, elles sont alignées pour le coup. dans bien. le bon sens. Quoi.
Lui, Mais il c'est a marrant trouvé parce- un boulot beaucoup mieux payé, beaucoup plus bienveillant, avec des opportunités de développement. Donc, tu vois, pour le coup, tout est Ouais, vraiment quand ça aligné. roule, Ah, ça roule. C'est génial parce que tu parlais de ces planètes qui étaient Pas du tout alignées, aligné. mais dans le mauvais sens. C'est ça. Et tout s'est remis dans le bon sens. Et ça finit par se rétablir. Ouais. Et je Des trouvais fois. ça aussi marrant le fait que tu dises on rentre. Parce que ça a ce côté de, bah, en fait, chez nous, c'était en Norvège et on rentre. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on a compris. On a compris par ce détour qu'en fait, Il a fallu ça. c'était chez nous. Et non seulement c'était chez nous en Norvège, mais c'était chez nous là où on était, tu vois. Parce qu'en fait, nos voisins, ils arrêtaient pas de nous appeler. Nos voisins, ils nous envoyaient des messages. Moi, ma voisine d'en dessous, elle m'envoyait des messages désespérés pour me dire oui, tes locataires, ils sont horribles. Rentre. Je peux pas t'aider, je suis désolée. Le voisin d'à côté, si tu veux, qui est un homme un peu plus âgé, en fait, je gardais contact avec lui parce qu'il a une santé un peu vacillante, tu vois. Et en fait, voilà. Enfin, il y a plein de trucs qui font que... Ouais. Puis je pense que c'est quand tu t'éloignes que tu réalises aussi combien les gens comptaient. T'avais ton petit village au final. Ouais. Ça a été votre piqûre de rappel, quoi. Ça a été. C'est ça. Et en fait, si tu veux, je pense que du coup, des fois, tu prends un peu pour acquis les trucs qui sont autour de toi. Et en fait, tu mets pas assez d'efforts. Et je pense que le problème, il n'était pas avec la Norvège où on habite, etc. C'était avec nous. Ouais, c'est En fait, on intéressant. avait oublié, si tu veux, d'investir. Et c'est comme je t'écrivais, je te dis, en fait, l'herbe, elle est plus verte là où tu l'arroses.